Deuxième rencontre nationale, énergie et territoires ruraux en Biovallée. La mobilité en milieu rural. Yannick Papex, chargé de mission pour l'ADEME. Il y a un dossier du Monde dans le supplément Éco-entreprise qui date du 25 septembre, qui publie parmi les 8-10 pages un petit encart issu des travaux de l'Automobile Club. Le budget annuel moyen sur l'automobile, c'est 6 000 € pour un automobiliste. Donc le modèle moyen correspondant, c'est une Clio 3. Et donc si on ramène ça à 100 €, voilà l'éclatement du budget sur une année. Et donc le budget carburant est un problème en soi, mais en fait on s'aperçoit que c'est la voiture aussi le problème, le fait d'en avoir une. Donc si on se dit bon, on va questionner le fait d'avoir une voiture, mais sans renoncer à en utiliser une, puisqu'on voit bien que finalement le réseau d'infrastructures le plus développé, c'est celui qui permet aux voitures de rouler. Du coup, on part vers des solutions alternatives à l'autosolisme, mais pas forcément aux véhicules automobiles individuels. Donc c'est ça le covoiturage et l'autopartage en fait. C'est pas absolument et aveuglément contre la voiture qui présente plein d'avantages quand même, faut bien le reconnaître. Donc ça peut quand même devenir problématique de ne pas en avoir de voiture, ou d'en être très dépendant et de ne pas pouvoir en gros l'amortir sur plusieurs déplacements de plusieurs personnes. L'ancien directeur du PNR citait l'exemple lorsque le prix du pétrole est monté à $140 le baril, donc c'était en 2008, qui avait sur une commune de Marle, donc au sud du PNR, qui compte environ 1400 habitants, il y a eu 60 maisons à vendre d'un coup. Donc ça illustre le fait qu'il y a des gens qui sont obligés de partir, et ça peut être l'élasticité au prix du pétrole, c'est-à-dire le fait qu'on peut continuer à consommer indépendamment, elle est pas si nulle que ça, quoi. À un certain stade, ça aboutit à des bouleversements dans la vie quotidienne, et ça s'est déjà vu il n'y a pas si longtemps. Et c'est un peu comme le changement climatique, on sait qu'il y a des aléas sur le prix, mais ça va toujours en montant, donc autant anticiper. Alors, juste aussi pour compléter ce que disait M. Such sur les solutions de transport collectif, sur ce qui est mis à disposition par les collectivités, donc les lignes de transport en commun régulières et le transport à la demande, en fait, il faut savoir que c'est face au constat d'un faible remplissage des lignes de transport en commun que pour répondre à la demande des citoyens, les élus mettent en place du transport à la demande parce que ça coûte trop cher de maintenir des lignes de transport. Alors un exemple, sur 40 km pour un transport interurbain pour un conseil général, tout compris sur une année, c'est 150 000 €. Mais on constate des taux de remplissage inférieurs à 10%. Donc du coup, quand c'est constaté sur trop longtemps, on opte sur du transport à la demande qui peut aller, dans le cas du Conseil général du Rhône, jusqu'à passer des contrats à bon de commande avec des compagnies de taxi. On laisse même tomber le concept transport en commun au sens du véhicule à plusieurs places, quoi. Voilà, donc les collectivités font ce qu'elles peuvent pour adapter les idées de transport public, mais covoiturage et autopartage sur les territoires peu denses, ça présente vraiment un potentiel de solution très intéressant. Bon, l'ADEME, comme a déjà soutenu l'autopartage, donc dans le cas de villes importantes, pour tester avec un moindre risque de faible usage. Aujourd'hui, il y a 30 stations et environ 100 véhicules qui ont été aidés à Grenoble. Sur Lyon, c'est 11 stations, mais à peu près le même nombre de véhicules. Et à Saint-Étienne, 3 stations avec chacune un véhicule. Donc, il y a une étude en cours sur laquelle je reviendrai très vite, là, qui fait un point sur les conditions de succès de ce type de service. D'abord, il faut que le service soit fiable, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui réponde au téléphone. Quand il y en a un problème. J'ai fait l'expérience avant-hier, on m'avait indiqué le 14 de la rue, en fait la voiture était au 28. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a pu me le dire, parce que comme je ne connaissais pas la ville, j'aurais eu bien du mal à le deviner. Et donc il y a un service après-vente qui doit être réactif et téléphonique, et si possible pas trop loin des plateformes, des parkings d'autopartage. Et puis ça consiste à humaniser la relation, c'est-à-dire si on peut assez facilement rencontrer quelqu'un, on reproduit quelque chose qui est à l'avantage des loueurs de véhicules traditionnels, genre Avis, Hertz, puisqu'il y a des bureaux dans les gares pour ces types de prestataires. L'autre point, c'est que il faut que soit le plein soit fait, soit la voiture ait bien été branchée par le précédent utilisateur.
parce que c'est assez dissuasif quand on prend un véhicule et qu'on ne sait pas s'il va être alimenté jusqu'à la destination où on doit l'amener, quoi. Donc ça, c'est un problème sur les voitures électriques parce que y a la jauge a l'air de varier très fortement quand on accélère, et donc si on n'a pas forcément appris à les conduire, ça fait inquiéter les débutants. Donc ça, c'est quelque chose qui est accompagné aussi. Et puis la facilité de réservation, donc avec des sites web ou une ligne téléphonique qui répond quasiment 24 heures sur 24, c'est une condition pour la fidélisation, parce que les gens qui décident de sauter le pas, d'essayer, si la première impression est mauvaise, ils ne reviennent plus, quoi. Et donc, il ne faut pas décourager ces premiers mouvements. Et enfin, on revient sur le rôle de la collectivité. Il faut qu'il y ait des places de stationnement réservées, aussi bien que pour le covoiturage, même encore plus, puisque les voitures en autopartage, faut pouvoir les retrouver à coup sûr à un endroit bien précis, ce qui fait partie des difficultés, comme je le disais à l'instant, qui peuvent s'avérer dissuasives au premier essai. Sur le covoiturage, il y a aussi des conditions de succès, également technologiques. De nos jours, on utilise les smartphones. Les codes QR, c'est les petits carrés avec plein de petits autres carrés dedans qui sont la nouvelle version du code barre et qui permettent de saisir plein d'informations d'un coup avec l'appareil photo du smartphone. Il y a un effet tribu à générer, c'est-à-dire qu'il faut identifier les communautés d'utilisateurs qui ont les mêmes modes d'usage de la voiture qu'il s'agit de remplacer et les mêmes contraintes horaires. Et puis, si possible, on peut aller encore plus loin en identifiant leurs affinités pour s'il y a des gens qui aiment écouter la musique en voiture ou d'autres qui veulent dormir. Enfin, c'est un peu comme IDZen et IDZapp dans l'offre de train. Les sites de covoiturage travaillent beaucoup sur l'affinage des niches d'utilisateurs pour améliorer les gratifications non purement transport et économie monétaire. Alors, le covoiturage présente quand même un certain nombre d'interrogations qui tournent autour du modèle économique. On voit que ça a un intérêt, puisque sur les longues distances et certaines cibles, à savoir les étudiants, c'est tellement concurrentiel que la SNCF a, entre autres pour ça, créé le service IDBus. Donc typiquement, tout à l'heure, on avait un exemple de transport Toulouse-Nantes, qu'effectivement il est difficile de faire par les transports en commun classiques. Le covoiturage correspond bien à ça. Et il y a des lignes de type, jusqu'à présent c'était Eurolines qui faisait des choses comme ça, mais là on va avoir le transporteur national qui va s'y mettre. Néanmoins, les covoitureurs qui occupent donc cette niche, ils n'ont pas un modèle économique encore assuré, quoi. Le plus gros d'entre eux, covoiturage.fr, il vit comme beaucoup d'entreprises de la nouvelle économie en levant des fonds régulièrement, mais il a été le premier à pouvoir remettre la transaction payante systématique, mais c'est pas forcément souhaitable. Il y a des concurrents à lui qui refusent de mettre comme préalable une connexion et du coup le paiement d'un abonnement au service, parce que il y a plein d'utilisateurs qui préfèrent d'abord se mettre en relation par téléphone et après ils concluent un deal en disant on va faire le trajet. Et donc ces deux visions du service sont pas forcément compatibles, mais du coup ça pose la question de l'interopérabilité. Et en amont, quand un territoire veut disposer de covoiturage, en plus de l'action d'animation, généralement il fait développer un site spécifique à son territoire. Donc aujourd'hui, il y a plein de sites de covoiturage qui soient juxtaposés ou partiellement superposés, mais ça pose un problème économique de fond qui est que quand on a un réseau, il ne faut pas qu'il soit dupliqué parce que les économies sur les coûts fixes sont très importantes. Donc du coup, ça pose la question de l'interopérabilité qui n'est pas du tout acquise. Tous les acteurs aujourd'hui n'y sont pas favorables. Alors que pour l'intérêt général, elle serait vraiment souhaitable. Après, on a un problème sur la quantification des économies de trafic et de CO2. À partir du moment où il n'y a pas d'identification systématique des deux acteurs, le transporteur et le transporté, via le site web, la traçabilité pose problème. Et du tout coup, la défense sur l'argument et économique et environnemental, elle est soumise aux aléas des sondages, puisque c'est comme ça qu'on évalue les bénéfices du service. Mais pourtant, si on veut
prendre en compte le covoiturage dans l'ensemble des dispositifs d'efficacité énergétique qui peuvent être soutenus par des certificats d'économie d'énergie éventuellement, même sur une base conventionnelle, hein, puisqu'on sait que les économies d'énergie, les fameux kilowattheures cumulés actualisés, ils sont un petit peu virtuels, même quand c'est changer une chaudière, pourtant qui est une opération bien cernée. Il y a encore des aléas sur le comportement de l'utilisation pour une chaudière. Donc là, c'est encore plus aléatoire le comportement des acteurs concernés. Mais on pourrait imaginer des fiches certificats d'économie d'énergie liées au déploiement du covoiturage. Et que, en gros, le site de covoiturage, par milliers de kilomètres économisés ou centaines d'utilisateurs, génère tant de kilowattheures cumulés actualisés grâce à des statistiques fiables. Ouais, mais c'est la fiabilité de ces statistiques dépend du fait qu'on doive systématiquement s'abonner et s'inscrire pour rendre chaque trajet traçable un par un, le trajet, et au kilomètre près. Et ce n'est pas le modèle, comme je le disais à l'instant, unique des sites de covoiturage. Donc il y a encore une évolution du service qui est encore en cours. Donc si on parle en termes d'économie, on a un double effet de club à déclencher, celui dont je parlais du côté de la demande, c'est-à-dire bien identifier les cibles qui vont avoir plus tendance à vouloir faire ensemble. D'un côté, donc par exemple, on citait les travailleurs des milieux hospitaliers qui ont le site de travail en commun, les zones d'habitat en commun, et puis les horaires décalés qui varient, mais avec un rythme prévisible. Donc ça, c'est un type de communauté, et il y en a d'autres qu'il faut savoir cibler. Donc ça, c'est l'effet de club côté demande. Et côté offre, c'est l'interopérabilité des bases qui permet à un passager potentiel d'avoir accès à un maximum d'offres de déplacement qui rendent le service plus attractif. Et ça se nourrit, il y a un effet rétroactif. Plus l'un des deux côtés est riche, plus l'autre aura intérêt à soit offrir des trajets, soit y recourir. Alors sur l'autopartage, du coup, donc on revient à l'autre type de service. Le diagnostic de l'ADEME, qui est en cours de confirmation par une étude qu'on fait au cabinet Auxilia, c'est qu'il y a un gros potentiel de diffusion autour des gares TER, que ce soit les bouts de lignes TER ou les gares TER en milieu rural. Par exemple dans les vallées alpines. Ceci va être complété par l'étude en cours que le conseil régional a missionné sur les 8 parcs naturels régionaux. Derrière, notamment sur les territoires plan climat-énergie territoriaux et dotés d'une autorité organisatrice de transport urbain, on va orienter nos aides. Le modèle qui inspire, c'est celui qui est observé dans le bourg d'Arlon. Bon, c'est une assez grosse ville par rapport à l'échelle des territoires ruraux qui sont concernés par les journées, là. Mais son modèle, c'est qu'il y a une gare, un lieu où on sait amener des voyageurs qui ont quelques kilomètres de plus à faire pour arriver à leur destination, à savoir la gare, et un lieu qui attire beaucoup de gens, à savoir le centre-ville. Et c'est sur le principe de ces deux pôles minimalistes qu'on va essayer de déployer dans les gares TER en Rhône-Alpes l'autopartage. Il y a des populations dont on a déjà parlé dans les interventions précédentes, qui sont les personnes non motorisées ou qui ont des problèmes d'insertion professionnelle. Et c'est auprès de ces personnes-là qu'on essaie de voir comment on peut démocratiser le service d'autopartage. Et donc, il faut prévoir l'accompagnement qui va avec. Et puis, les technologies utilisées aussi dans les véhicules ne sont pas indifférentes à leur vertu future par rapport tant socialement qu'environnementalement. Mais si on ne remet plus en cause le véhicule automobile du simple fait qu'il n'émettrait plus de gaz carbonique, est-ce qu'on ne va pas redéclencher des phénomènes dont on sait qu'ils ne sont pas durables pour d'autres enjeux, comme l'étalement urbain? Donc l'approche transversale dont Rachel témoignait sur un territoire particulier avec la mission mobilité du PILA, en fait, elle est générale, c'est-à-dire que si on oublie de se poser des questions sur l'urbanisme quand on travaille sur la mobilité, on est aussi peu pertinent que si on ne travaille pas sur l'urbanisme quand on se préoccupe de mobilité. Et puis il y a des populations auprès desquelles l'accompagnement pose particulièrement de problèmes, parce que par exemple, le côté magique des nouvelles technologies, il n'est pas accessible à tout le monde, et souvent c'est les mêmes populations qui n'ont pas non plus accès à la mobilité. Donc là, le facteur humain est donc de services à inventer ou à compléter, de services à la personne, et en l'occurrence à la personne âgée. Les personnes qu'on appelle les insulaires
Donc il y a un sociologue qui travaille sur la Loire et qui est président d'Aide Auto 42, M. Philippe Vial, qui a identifié qu'il y a un groupe particulier qui sont les agriculteurs retraités, qu'il qualifie d'insulaires en raison de leur niveau élevé d'isolement sur le territoire et de leur très faible accès à la mobilité. Donc c'est des populations qui sont présentes partout dans les territoires ruraux et donc qui justifient tout à fait qu'on ait une réflexion particulière à leur égard. Donc pour l'année 2013, dans le cadre, donc vous en entendrez parler demain directement par les représentants de l'ADEME et de la région. Il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt sur les territoires à énergie positive et de manière générale, pour l'accompagnement des projets de territoires à énergie positive, le volet mobilité de la stratégie de l'ADEME, il va d'abord reposer sur leur cœur de compétences, à savoir que chaque collectivité qui porterait un projet de territoire à énergie positive, elle commence par s'appliquer à ses propres déplacements les principes de la mobilité durable. Donc on va renouveler nos encouragements à faire des plans de déplacement en administration, qui soient d'abord, si possible, basés sur des diagnostics pertinents. Donc le diagnostic d'aide à la décision de base pour les collectivités, c'est le Conseil d'orientation énergétique qui fait une sorte d'audit peu approfondi mais global et qui inclut l'audit de flotte, ce qui permet d'optimiser, d'abord de bien prendre conscience des usages des véhicules professionnels et ensuite d'optimiser d'abord leur possession, leur entretien et éventuellement leur remplacement ou non remplacement. Après, la participation est encouragée, enfin sera rendue obligatoire pour obtenir une aide au challenge régional au travail j'y vais autrement, donc qui va connaître sa 3e édition. Alors, dernier point, on va avoir des études à aider sur tout ce qui est démarche volontaire au-delà de l'obligation, parce que les territoires ruraux, par définition, ils ne sont pas obligés de faire des plans de déplacement urbain, mais tout exercice de ce type-là, qui serait engagé de manière volontaire, méritera au cas par cas, en fonction de sa pertinence et de son articulation avec des projets de territoire, dont les plans climat ou les agendas 21, un soutien. Donc l'étude de potentiel sur l'autopartage, elle sera définitivement publiée au premier trimestre l'année prochaine. Et je crois que j'en ai terminé pour mon intervention. Juste un dernier point, oui. On commence par parler de PDA, donc c'est des plans de déplacement centrés sur une seule organisation, mais évidemment, pour les mêmes raisons de masse critique de voyageurs et de personnes transportées et de matériel de transport, les plans de déplacement inter-administration, voire inter-administration et entreprise sur des zones de travail entières, sont fortement encouragés, mais on ne peut pas les mettre en a priori pour des collectivités qui n'ont pas encore réussi à faire leur propre PDA, quoi. Voilà. Mais c'est une seconde étape qu'on encourage très, très rapidement. Yannick Papex, chargé de mission pour l'ADEME. Deuxième rencontre nationale énergie et territoires ruraux en Biovallée. La mobilité en milieu rural.